Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps les gars. Alors, c'est une vidéo qui va peut-être être un petit peu plus longue que les dernières puisque rien n'est préparé. C'est juste une petite mise à jour pour vous parler un petit peu du conflit et comment investir par rapport à ce conflit. Donc là, à part si vous habitez dans une grotte, vous savez qu'il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Euh, Ce conflit, il crée énormément d'opportunités en bourse. Il y a des opportunités qui sont plus risquées que d'autres, il y en a qui sont plus court terme que d'autres, mais on va en lister quelques-unes. La première des opportunités, c'est sur les matières premières, notamment gaz, pétrole, or et blé. Alors, et palladium. Alors pourquoi ces matières premières-là? Palladium, la Russie est un des plus gros producteurs et commercialisants de palladium au monde. Donc forcément, la rupture avec la Russie indique une rupture de palladium. Cependant, le palladium est pas si crucial que ça. Euh, c'est pas, on n'est pas en fonctionnement extrêmement tendu, contrairement au gaz, ce qui fait que le palladium potentiellement peut prendre moins que le gaz. Le gaz, en France par exemple, on est fourni à 46% par Equinor, donc une entreprise norvégienne, et donc c'est moins impactant pour la France que ce qu'on peut penser. Par contre, pour l'Europe, effectivement, la Russie est un des fournisseurs majeurs parce que on est sur un continent terrestre où on peut amener par pipeline pas mal de gaz et donc du coup, le gaz va prendre. Par contre, étant en période de guerre, on va avoir une véritable volatilité et on est beaucoup trop tenté de mettre des leviers sur les matières premières, sachant qu'en plus elles sont déjà très hautes, et donc ça va fluctuer, ça va monter, descendre, etc. Et c'est un coup à perdre notre mise. Donc personnellement, moi je déconseille les matières premières, à part si vous savez vraiment ce que vous faites. La tendance, elle sera haussière pour ce que je vous ai indiqué. Le pétrole, bon bah un peu la même chose que le gaz. Le blé, l'Ukraine est un des plus gros fournisseurs de blé, surtout en Europe, ce qui fait que bah on a le prix du blé qui va monter fortement, offre et la demande. Donc voilà globalement pour les matières premières. Ensuite, on va parler des actions. Donc, vous avez entendu, j'ai parlé d'Equinor déjà. Donc, c'est une des actions qui est intéressante à analyser. Euh, mais tout d'abord, le petit disclaimer, le classique, toutes les informations contenues dans cette vidéo sont publiées à titre informatif uniquement, ce n'est en aucun cas de recommandation d'achat. Investir en bourse comporte des risques. Voilà. Ceci étant fait, on peut partir sur Equinor en premier. Donc, Equinor, c'est une société norvégienne qui produit du gaz naturel et évidemment, vous voyez que c'est assez corrélé avec la courbe du gaz naturel. Et sur ce dernier mois, il a pris puisque il y a la guerre et que ben, c'est la deuxième option en Europe si on supprime la Russie, c'est le gaz norvégien. On a un PO ratio qui est pas énorme, surtout bah, dans la période actuelle. Cependant, on va voir que il n'a pas des chiffres si énormes que ça, mais ben, là en tout cas il est totalement protégé de la faillite, donc on est tranquille là-dessus. On voit que 2018-2019 on était pas mal, 2020 on n'était pas top, 2020-2021 et là on remonte et bah, il a des belles années devant lui. C'est pour ça qu'on a une belle montée du stock. Et en plus il verse un petit peu de dividendes et plus on tarde et plus le yield sera faible. Bon, Equinor, voilà. Ensuite, sur les actions pétrolières qui peuvent concurrencer la Russie, pétrolière et gazière, vous avez donc Shell, BP, Eni, Total, Direct Energy, et puis après il y a Broadcom et tout ça, enfin pas, pardon, Aracom, un truc comme ça, je sais plus. Euh,
bon, une entreprise saoudienne, mais qui a déjà explosé, donc c'est trop tard pour rentrer dessus. L'autre point, c'est Société Générale. Société Générale, donc là on est plus sur la partie banque. Société Générale, elle a une grosse filiale en Russie. Et donc du coup, elle s'est fracassée la gueule avec le conflit Russie-Ukraine, puisque bah, elle perd toute la partie... alors je sais plus comment ça s'appelle, sa partie russe, c'est un truc genre Frostbank, un truc du genre. Euh, Est-ce qu'on l'a? Non, on l'a pas là. Bon, enfin bref, ça je vous laisserai faire les recherches, sinon ça va durer des heures. Mais la filiale russe a tiré vers le bas Société Générale, qui était bien remontée vers son niveau avant Covid. Donc aujourd'hui, on est aux alentours de 20, pour une cotation avant Covid aux alentours de 30. Donc, en mettant maintenant, on est potentiellement sur une remontée de 50%, sachant que au niveau du PE ratio pour une banque, 3,8, c'est pas énorme. Euh, on a des revenus qui sont plutôt bons et stables. Alors là, ils vont clairement descendre, hein, vu qu'il y a Frostbank. Enfin, je dis Frostbank, mais ça se trouve c'est pas ça, mais c'est un nom qui ressemble. Vu que la filiale russe ne fait plus de bénéfices et ne peut plus en rapporter à Société Générale, ici on va tomber. On ne sera pas dans le négatif, mais on va tomber. On voit que c'est une entreprise qui est stable et plutôt saine. Une grosse dette, mais bon, c'est une banque, hein. Ils aiment bien jouer avec ça. Et un dividende qui est de 5,6% et qui était de 9% sur les années précédentes. Donc, enfin, ça reste un dividende qui est très haut. Donc voilà, Société Générale, ça a pris une baisse. On peut peut-être encore attendre un petit peu. Moi, je suis rentré là, à ce niveau-là, là. Euh, donc, euh, donc potentiellement, à l'avenir, sur le long terme, ça peut être un investissement intéressant. Voilà. Après, il y a toute la partie défense. Donc ça, c'est un gros secteur et il y a plusieurs domaines dans la défense. Il y a un ETF américain sur lequel, pour moi, il est crucial d'investir aujourd'hui. Pas beaucoup, mais d'en investir puisque il est réparti sur tout le secteur. Bah, c'est un ETF quoi, hein, sur tout le secteur aérospace et défense. Principalement dans l'ETF, il va y avoir Boeing. Boeing, du coup, qui va bosser avec Lockheed Martin et tout ça sur l'aviation militaire. Euh, je suis sur quoi? Non, pardon. Boeing. Hop. Voilà. Donc Boeing, niveau avant Covid, paf, le Covid, on descend là, on est remonté, puis là on redescend un petit peu. Donc on est à 200 pour une cotation avant Covid qui était à 300, 350. Donc, sur la partie aviation civile, ils s'y remettent un petit peu, mais bon, on voit que avant Covid, on était plutôt bien. Le Covid a fait forcément des baisses de ventes dans l'aviation, euh, mais ça va être compensé. Et puis là, on a une hausse de la dette qui est phénoménale. Donc ça, c'est le point très négatif au niveau de Boeing. Et en plus, forcément, ils versent plus de dividendes puisque ils ont de la dette à rembourser. Par contre, la cotation est basse et le fait que la guerre soit apparue, ça montre à plein de pays, comme la France, hein, on est les premiers à délaisser notre armée depuis longtemps, puisque on considère qu'on est en sécurité, qu'on est en période de paix, qu'il n'y a pas à investir dans la guerre, etc. Et là, on se dit, finalement, ça peut arriver tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, et à tout moment, on peut se faire attaquer. Et il faut se préparer à ça, et pour se préparer, il faut acheter des trucs, des avions, des chars, des bateaux, des sous-marins, etc. Bon, donc tout le milieu de la défense repart à la hausse. Donc Boeing n'est pas la principale entreprise de défense, hein. Je vous la montre juste parce qu'elle fait partie de l'ETF ITA, euh, qui est achetable facilement sur toutes les plateformes et qui offre une exposition euh, aérospatiale
aérien et, et militaire. Militaire, avec la période de guerre, ça va monter. Aérospatial, là, je pense que ça va stagner un petit peu. Et aérien, ça va remonter puisque là, on arrive à la fin du Covid et du coup, on va réouvrir les vols, les aéroports et tout ça. Donc, c'est plutôt un très bon investissement, je pense. Et le fait qu'il y ait Boeing dedans, ça permet de diversifier un petit peu. La deuxième grosse entreprise qu'il y a dedans, entreprise américaine encore, c'est Raytheon Technologies. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une entreprise qui principalement fait de l'armement et notamment Javelin, Stinger. Les missiles sol-sol avec lesquels les Ukrainiens défoncent les chars russes, ce sont les missiles Javelin. Et le fait que n'importe quel Ukrainien puisse défoncer des chars russes avec ce missile, ça fait une pub phénoménale. Et du coup, euh, eh ben, ça va faire sûrement des parts de marché pour Raytheon, sachant qu'en plus, chaque missile utilisé va sûrement devoir être remplacé à un moment donné, et donc ils vont devoir racheter ces missiles-là à Raytheon. L'autre truc, c'est les Stinger, ces missiles air-air ou missiles sol-air, euh, et ça, c'est aussi très utilisé pour principalement défoncer des hélicos, mais ça peut être aussi pour des avions, etc. Donc, ça marchait bien. Paf, le Covid. Et donc là, on est très bas, c'est-à-dire qu'on est au niveau des années 2016. Un P/E ratio qui est assez haut cependant. Et on voit que là, on est sur une période de croissance. Et avec le conflit, on va même avoir une croissance beaucoup plus haute que ça. On est sur une entreprise qui était assez saine, même si le Covid a fait mal. Et là, on a remboursé de la dette et on a augmenté nos capitaux propres, donc c'est plutôt très intéressant pour l'avenir de l'entreprise. Et en plus, elle verse des dividendes. Donc, Raytheon, c'est un achat fort. C'est vraiment une entreprise très très importante. S'il y a une entreprise à acheter avec le conflit actuel, c'est celle-là. Alors, est-ce que c'est la seule à acheter? Non. Il y a une diversification à faire sur le secteur de la défense, et notamment, on peut voir, si vous regardez les vidéos sur Facebook, Twitter, etc., des drones qui bombardent les colonnes de chars russes, et ces drones-là, on s'en apercevait déjà dans les conflits en Afrique, euh, on s'en aperçoit aujourd'hui dans les pays européens, en Ukraine, c'est extrêmement puissant. Alors le Bayraktar, un truc comme ça s'appelle le drone turc qu'utilisent les Ukrainiens. Mais donc le drone vole, c'est un peu comme les AC-130 pour ceux qui jouent, qui ont joué à des jeux de combat. Euh, il vole en l'air, euh, on vise avec le joystick sur la cible sur laquelle on veut tirer, on clique et ça envoie un missile. Ça fait pas de bruit, il n'y a pas de pilote dedans, franchement c'est top. Et il y a une entreprise américaine qui fournit ce genre de dispositif et c'est l'entreprise Kratos Defense and Security Solution. Donc vous voyez que ça monte, ça monte, ça monte. Hop, le Covid, c'est remonté très fort et puis c'est redescendu. Et là, on est remonté un tout petit peu au-dessus du niveau pré-Covid. Mais je pense que eux vont avoir beaucoup de commandes puisque puisque c'est plutôt sain et vous voyez c'était déjà prévu qu'il y ait un surplus de commandes mais avec le conflit ukrainien ça va exploser euh, puisque c'est très pratique dans les théâtres d'opération actuels. Donc l'entreprise c'est pas mal assainie. Pardon, vous pouvez le voir ici. Ok, bon ça c'était pour les entreprises américaines puisque les Américains vont acheter américain et à mon avis vont pas mal acheter. Un autre point très important, c'est la Russie. Non, pardon, l'Europe. L'Europe s'est rendu compte que elle s'est
beaucoup trop démilitarisé et que on n'a pas du tout assez bien maintenu notre matériel. Donc là, tous, on s'est dit, et peut-être que vous vous êtes dit ça vous-même, euh, bah en fait, qu'est-ce qu'elle vaut notre armée? Alors, on a des véhicules qui sont très bien conçus, enfin certains en tout cas, notamment les Rafales ou les Eurofighter, qui sont plutôt des bons avions, euh, puisqu'ils sont très polyvalents. On a également le Tigre, qui est un superbe hélicoptère. Et après, on a quand même pas mal de matériel vieillissant, mais on a la chance d'avoir une conception française sur ce matériel. Nos drones, par exemple, sont pas top puisqu'on a besoin de lanceurs, nous. Mais pourquoi je vous parle de ça? Il y a aujourd'hui l'Allemagne qui a annoncé qu'elle va dépenser 100 milliards d'euros dans des équipements militaires, avions, chars, etc. Donc forcément, ce qui est monté en bourse énormément, c'est Rheinmetall. Alors, comment ça s'écrit Rheinmetall? Comme ça. Rheinmetall, c'est l'entreprise militaire allemande. Vous voyez, quand il y a eu l'annonce du on va dépenser 100 milliards, forcément c'est Rheinmetall qui va avoir la majorité des allocations. Et donc, paf, elle a explosé, elle a quasiment fait un x2. Donc Rheinmetall, pour moi, c'est trop tard. Elle est très justifiée, c'est pas surcoté, puisque effectivement, là, ils vont faire un, un gros chiffre d'affaires bientôt. Une entreprise qui était déjà plutôt saine, qui fait des beaux véhicules, qui marche beaucoup dessus, une entreprise saine, voilà, etc. Donc, c'est pas surcoté, mais c'est trop tard. En revanche, l'Allemagne n'est pas le seul fournisseur qui va fournir justement l'Allemagne. Il y a aussi la France. Et la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des hélicoptères en partenariat avec l'Allemagne, les Tigres. Elle fait des avions en partenariat avec l'Allemagne, les Eurofighter. Et les Tigres et les Eurofighter, c'est respectivement les hélicos et les avions qu'utilisent les Allemands. Puisque nous, conception française, d'assaut, on utilise les Rafales. Donc, la première action, c'est Airbus. Airbus n'étant pas à proprement parler une entreprise de défense de base, elle n'a pas pris une grosse envolée avec ces annonces-là. Donc, on a un chiffre d'affaires qui va monter grâce à la défense, on a un chiffre d'affaires qui va re-augmenter aussi grâce aux civils, un peu comme Boeing, puisque la fin du Covid arrive, ou est arrivée, et donc du coup, on a eu une petite baisse ici, on reprévoit de monter. C'est une entreprise qui a toujours été assez saine. On a malheureusement un petit peu de dette qui s'est accumulée, et un dividende qui recommence à être versé, mais qui n'est pas énorme. Bref, Airbus, c'est intéressant pour ça. Puisque là, on arrive avant que les gens se disent, mais Airbus, ils font aussi de la défense pour les Allemands et pour la France. Bref, donc voilà, Airbus, ils vont augmenter un peu le carnet de commandes. Nous, en France, aujourd'hui, donc le 2 mars 2022, à 20h, on a notre président Emmanuel Macron qui a annoncé que la France allait augmenter son budget défense et allait acheter de l'avion, acheter du char, acheter de l'hélico. Donc, ça, forcément, c'est tout bon pour Dassault Systèmes. Dassault Systèmes qui a déjà pris une petite envolée là, ici. Mais ça, c'était l'envolée avant l'annonce de, de Emmanuel Macron, sachant que de toute façon, qu'on en rachète ou qu'on n'en rachète pas, le carnet de commande de Dassault Systèmes pour les Rafales, de Dassault Aviation, pardon. Je suis sur Dassault Systèmes. Non, c'est bon, Dassault Aviation. Dassault Systèmes, c'est Katia et SolidWorks. C'est le logiciel de conception. Donc Dassault Aviation, les Rafales, ils ont un carnet plein déjà jusqu'à 2031, il me semble. Qu'on rajoute ou pas des commandes, bah ça changera pas vraiment grand chose. Ça va faire un peu s'envoler
le prix et ça nous permet potentiellement d'augmenter les cadences de production. Mais voilà, là on a un carnet de commandes qui est déjà plein, donc l'entreprise elle a de très très beaux jours devant elle pendant une bonne dizaine d'années. Et du coup, si on rajoute des commandes, peut-être une bonne quinzaine d'années. Voilà, l'entreprise elle est saine, et elle va continuer à l'être. Il y a une dette qui est nulle, il y a des capitaux propres qui sont de plus en plus hauts. Dassault Systèmes, c'est un achat fort. Et en plus de ça, ils versent des dividendes, même si ils sont négligeables. Donc Dassault Systèmes à investir rapidement, parce que ce sera bientôt trop tard pour investir dessus. Voilà. L'autre action française sur laquelle il est intéressant d'investir, c'est Thales. Thales est quasiment c'est vraiment quasiment complètement du militaire. Alors il y a un petit peu de solutions civiles, mais c'est vraiment une entreprise qui est fortement axée sur le militaire et ça se voit ici par le gros pic qu'on a fait. Hein. On a pris 20-30% là. Euh, et donc ça nous fait passer au-dessus du niveau avant Covid parce que ben, on sait que avec la guerre, on réintéresse l'investissement des pays dans du matériel militaire. Thales, si on regarde vite fait, c'est une entreprise qui était très saine, qui va continuer à l'être. Voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu du rouge dans l'entreprise. On avait accumulé un petit peu de dette pendant le Covid puisqu'on était aussi lié au secteur aéronautique. Dette qu'on a remboursée, on a des capitaux propres qui sont au-dessus aujourd'hui. Et là, on va complètement exploser. Donc l'entreprise n'est pas surcotée. 2% de dividend yield, c'est pas énorme, mais ça a le mérite d'exister. Ok, donc là, on a fait la partie militaire française. Franchement, ça, c'est deux actions qui sont très intéressantes. Airbus, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que comme Raytheon, qui fait dont on a parlé tout à l'heure, qui fait les Stinger et les Javelins, Airbus est à 30% actionnaire de MBDA, qui est la société européenne qui fait les missiles en fait, les roquettes, les missiles, les équivalents des Stinger et des Javelins. Donc ce qu'on va mettre sous nos avions, sous nos hélicos et dans nos lance-roquettes. Voilà, voilà. Ça c'est pour la partie militaire. Donc surtout sur Thales, Airbus et Dassault Systèmes, il y a vraiment un investissement à faire vite parce que l'annonce a été faite aujourd'hui que la France allait également augmenter son budget défense pour les prochaines années. Et bon, c'était anticipable. Hein. De toute façon, vous voyez, j'ai anticipé et je suis clairement pas le seul à avoir anticipé. Il y a déjà un pic, mais ça va continuer à monter suite à cette annonce. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie défense. Qu'est-ce que je m'étais noté? Je m'étais noté quelque chose d'autre. Les cryptos. Les cryptos sont très basses en ce moment et elles vont remonter. Donc elles ont déjà entamé une ascension. Ça va être un petit peu volatile. Je pense qu'on va latéraliser un petit peu et recommencer une montée, une ascension peut-être un petit peu plus lente que les ascensions qu'on a eues récemment. Mais de toute façon, des vidéos sur les cryptos, vous en aurez plein sur Internet et ils rentreront plus dans le détail que moi. Mais on est sur un signal d'achat au niveau des cryptos et ça peut être intéressant de rentrer maintenant pour du moyen long terme. Au-delà des cryptos, il y a le SVXY. Donc on en avait parlé. Alors ces graphiques datent un peu, hein, c'était ceux de la dernière vidéo que j'avais fait. Ça c'est le VIX, l'indice de la peur. Et sur cet indice, on fait que descendre tout le temps. Donc ici on avait le pic du Covid. Et puis après on redescend, on fait que descendre. Et quand il y a de la volatilité, quand il y a un truc qui fait peur, qu'on annonce de l'inflation, qu'il y a une guerre, qu'il y a une pandémie, un truc comme ça, paf, on a un pic. Donc souvent ça va être corrélé à des annonces d'inflation, la BCE qui chie dans la colle, la Fed qui chie dans la colle, des très mauvaises annonces sur les GAFAM, ou alors une guerre ou
deuxième, troisième, quatrième, cinquième vague de Covid, etc. Donc quand on a un pic, faut zoomer, hein, puisque forcément ça fait que descendre, donc les pics sont naturellement de plus en plus petits. Et donc là le graphique date un peu, mais il faut shorter le VIX puisque ça va redescendre fort, puisque là on a eu une période trouble qui nous a apporté beaucoup de volatilité, et puis les marchés commencent à se réadapter, notamment en réalocalisant les fonds sur les trucs de défense, sur les sociétés pétrolières, etc. Donc du coup on va perdre en volatilité et remonter, et pour remonter, au lieu de shorter le VIX, il y a un ETF qui short le VIX déjà naturellement, et c'est le SVXY. Donc en fait là on a enchaîné plusieurs drops. C'est pas le bon graphique, le graphique date un peu, hein. C'est le bon graphique du bon, du bon ETF. Sauf que celui-là il date, je suis désolé, je l'ai pas mis à jour, mais vous le trouverez sur, écoutez, sur internet. Il y a eu plusieurs drops et là on est assez bas, on est aux alentours de 50, et vous voyez on va théoriquement remonter entre 60 et 65. Je pense qu'on peut prendre 60, c'est un, un bon call, assez safe, et plutôt rapidement. Donc du coup ça permet de faire un 20% en 1 à 2 semaines de façon assez sûre. C'est un investissement qui est peu risqué. Donc voilà, là c'est pas celui qui va vous rendre milliardaire avec un petit investissement, mais vous pouvez investir beaucoup puisque c'est peu risqué et prendre 20% en 2 semaines, ce qui est énorme. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'il y a des entreprises qui sont des entreprises de cœur pour moi, qui annoncent des chiffres excellents, mais au mauvais moment, et du coup, elles ont dégringolé. Dégringolé, j'exagère. Elles sont tombées un petit peu. Euh, et donc, c'est un super point d'achat pour des entreprises qui surperforment. La première, c'est Norwegian Air Shuttle. Norwegian Air Shuttle, c'est l'allocation number one dans mon portefeuille. Donc, compagnie aérienne, post-Covid, ça va exploser. Avant, on était très haut. Ensuite, on s'est un peu pété la gueule. Le Covid a achevé l'entreprise, donc on est tombé là. Tac, je zoome un peu, on est tombé là. Ensuite, voilà, là ici on est post-Covid. Et là, on est encore tombé après la nouvelle vague. Paf! Et aujourd'hui, on est à 10 couronnes norvégiennes l'action. Donc c'est très 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 faible. Et l'entreprise, elle s'est reformée, elle a réduit un petit peu ses vols, etc. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, je vous invite à aller la voir. Sauf que, petite mise à jour, l'entreprise, aujourd'hui, elle fait des bénéfices nets. Donc là, elle a fait 1,87 milliard de bénéfices nets en couronne norvégienne, hein, pas en dollars. Ce qui fait qu'on a un PE ratio qui est encore très faible. On a une entreprise du secteur aérien qui a fait un break-even, donc qui est passé au-dessus, qui refait du bénéfice. Donc ça, c'est excellent, sachant que Air France, EasyJet, Lufthansa, etc., Ryanair, personne n'a fait du bénéfice. C'est les seuls ou les rares à avoir eu un break-even où ils ont réussi à refaire du bénéfice. Donc l'entreprise est beaucoup plus réduite qu'avant, donc forcément, vous le voyez ici, hein, on a un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus faible par rapport à ce qu'on faisait avant. Avant, on avait vraiment une compagnie de taille européenne. Aujourd'hui, on a une compagnie qui est de taille nationale, voire multinationale, si on prend Finlande, Suède, Norvège. Et, euh, et par contre, ils maîtrisent mieux leurs coûts et ils font du bénéfice. Alors, ils feront pas beaucoup de bénéfices. Ils feront à peu près ça, hein, ce qu'ils faisaient avant finalement. Même, en fait, ils en font même plus que ce qu'ils faisaient avant en faisant beaucoup moins finalement. Donc, très intéressant pour l'entreprise, et donc c'est très 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 encourageant pour l'avenir, puisque si là ils font déjà du bénéfice, à l'avenir, avec en enlevant les restrictions Covid, ça va être une entreprise extraordinaire pour un prix qui est très 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 faible. On l'a vu
on l'a vu ici. Par rapport à avant, vous voyez bien que l'entreprise, elle est à prix cassé. Et dernièrement, là on verra bien, dernièrement, elle est un petit peu tombée parce que bah, y a les risques sur l'aérien, notamment avec les conflits Ukraine-Russie. On a eu un petit peu de peur sur les marchés, etc. Mais on a des super chiffres et une cotation super intéressante. Voilà pour Norwegian Air Shuttle. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Si la dette, ce serait intéressant de montrer la dette quand même. C'est une entreprise qui était extrêmement endettée au bord de la faillite et c'est pour ça que elle a dégringolé en bourse. Sauf que cette dette, il y a eu des rachats d'actions, etc. Il y a eu des dilutions d'actions. C'est ça aussi qui a fait tomber le prix de l'action. Et du coup, on a remboursé cette dette et on est sur une des compagnies aériennes les moins endettées d'Europe, du monde peut-être même, à comparer avec UAL et tout ça. Donc, achat très très fort sur Norwegian Air Shuttle. L'autre action qui est au top du top, c'est Gecina, une entreprise française, donc une entreprise euh, d'immobilier, donc une SCPI, qui est number one sur la location d'immeubles de bureaux en Europe, notamment à Paris, hein, la Défense et tout ça, tous les bureaux à Paris, c'est loué par Gecina. Et on sait à quel point nos amis les Parisiens aiment bien dépenser des millions d'euros dans leur loyer. Et ça rapporte beaucoup à Gecina. On est aussi premier sur le parc résidentiel privé parisien. Donc là, merci les Parisiens encore une fois. Et acteur intégré de résidence pour les étudiants. Donc ça, les étudiants, on va de plus en plus vers des bourses pour les étudiants, etc. Ce qui leur permet d'avoir des logements facilement et de plus habiter chez papa-maman. Donc bref, Gecina qui a un patrimoine énorme, des bâtiments qui sont assez intéressants. On voit ici le mappage, bureau, résidence, etc. Est-ce qu'on a des petites photos? Voilà, vous voyez, c'est des immeubles où on vient entasser des Parisiens hein, principalement. euh, bon, pourquoi Gecina? Gecina, si on regarde le cours boursier, ça monte. Ici, la bulle immobilière de 2008, la crise des subprimes de 2007-2008, paf, ça s'est pété la gueule, évidemment, comme toutes les sociétés immobilières. Depuis, on est remonté, bam, 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 niveau avant Covid, paf. Alors, pourquoi ça s'est pété la gueule au niveau du Covid ici? Puisque, on l'a dit, principalement, enfin, c'est pas principalement, mais il y a une grosse partie du portefeuille et du portfolio de résidentiel pardon, de Gecina qui est sur la location de bureaux à Paris. Covid, les gens ils ont télétravaillé puisque à Paris c'est du bureaucrate, hein, c'est pas des gens qui sont sur le terrain dans l'entreprise à avoir besoin d'être sur le terrain avec la maintenance, les méthodes, la prod, etc. Là globalement c'est en général ça va plus être du bureau d'études, de la comptabilité, de la finance, etc. Et donc forcément, le télétravail est possible. Et donc, eh ben, on loue plus euh, les, les étages de bureau et donc perte de chiffre d'affaires pour Gessina. Aujourd'hui, on est toujours au niveau post-Covid. C'est comme si vous avez investi, si vous investissez maintenant, c'est comme si vous avez investi au moment où il y a eu le Covid là. Donc, au pire moment pour l'entreprise qui est venu retaper ce niveau-là qu'on avait eu en 2019 et qu'on n'avait pas eu depuis 2017. Sauf que Gessina, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié les chiffres en 2021 et bah, leur année 2021 elle est plutôt intéressante parce que regardez bien, on est franchement propre hein, sur les bénéfices là. On va regarder, on va comparer par rapport aux années précédentes. C'est très fluctuant, mais on a eu un problème ici lié au Covid, à la non-location de ces bureaux, mais on est vite revenu sur une, comment dire, une cadence et une perception des loyers qui est au niveau de ce qu'on faisait avant le Covid. Et donc,
théoriquement, sur la cotation boursière, on devrait être à ce niveau-là. Et on n'y est pas. Donc là, elle est à 115. On peut facilement se dire qu'elle va monter à 135, 140. Et si on est... Donc ça, c'est le scénario pessimiste pour moi, le 130. Scénario moyen, on devrait récupérer le niveau avant Covid, qui est autour de 160. Et en optimiste, ça serait dépasser ce niveau-là, puisque c'est une SCPI, donc théoriquement, elle présente toujours une croissance. Bon, moi je m'en tiens à 140, 150, j'ai pas envie de vous faire miroiter la lune, mais c'est une entreprise qui sur le long terme peut être très 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 intéressante. Autre point sur le long terme, euh, au-delà du fait qu'on a des capitaux propres qui sont au-dessus de la dette, et là les capitaux propres, c'est pas des machines à revendre, c'est des immeubles. Ça se revend très facilement. Si jamais on a de la dette à rembourser, pour une SCPI, c'est très facile. Voilà, l'autre point très intéressant, c'est le dividende qui fait que monter. Et aujourd'hui, on a un dividend yield à 4,7%. C'est pour du REIT, pour de la SCPI, de la société résidentielle, c'est pas si haut que ça. Mais ça reste un dividende qui est très intéressant pour une action qui, en plus de ça, va avoir de la croissance. Donc achat fort sur Gessina, c'est mes deux petites pépites qui sont pas tellement liées au, au milieu, au problème avec l'Ukraine. Euh, Actuellement, je me moque des bureaux d'études, hein, mais actuellement, je suis responsable bureau d'études et investissement chez Saint-Gobain. Donc, pour info, nous, je suis dans la partie bâtiment et on vend beaucoup de canalisation en Ukraine. Donc là, on est un petit peu dégoûté puisque on a des commandes qui étaient fermes qui sont passées en précommande. Donc actuellement, ça casse un petit peu notre carnet. Par contre, à l'avenir, l'Ukraine, il va falloir la reconstruire. Donc il y a Saint-Gobain qui peut être pas mal, mais malheureusement, sans vouloir taper sur mon entreprise, les bénéfices nets annoncés à la fin de l'année par cette entreprise sont trop faibles pour que on ait une croissance intéressante et qu'on limite le risque de déficit. Et donc du coup, moi je conseille beaucoup plus Vinci, qui effectivement a eu une belle baisse alors qu'elle a publié des résultats qui récupèrent en gros le niveau un peu avant Covid, sachant que Vinci possède beaucoup d'aéroports, par exemple l'aéroport de Toulouse, si je ne me trompe pas, ou l'aéroport de Nantes appartiennent à Nancy, et donc avec le retour de l'aviation en post-Covid, on va avoir le retour de Vinci, qui a les bâtiments, qui a Eurovia par exemple, qui construit, et donc qui peut aider à reconstruire l'Ukraine. Et on a tous les parkings qui sont finalement le rendement le plus intéressant au monde, je trouve, puisque c'est même encore mieux que l'immobilier pur, puisque on se fait plus de blé avec un parking dans un aéroport ou un parking dans un centre-ville que avec un bâtiment résidentiel. Donc du coup, il faut aussi voir Vinci comme une SCPI. Et donc quand on regarde Vinci, le cours boursier, le cours boursier, je suis allé un peu vite, il est en dessous du niveau avant Covid, sachant que récemment, il est retombé un petit peu. Les chiffres qu'ils ont annoncés sont très bons, puisqu'on récupère le niveau avant Covid, niveau qui est stable, hein, vous voyez ici. Et au niveau des capitaux propres, on est un petit peu en dessous de la dette, ça c'est dommage, mais comme je disais, pour le résidentiel, ça se revend très très bien, donc si jamais il y a de la dette à rembourser, elle est remboursable facilement et rapidement. Et le gros point de Vinci, c'est qu'elle verse des dividendes également comme une SCPI. Donc Vinci, pour moi, c'est un achat aussi, mais on n'aura pas une croissance qui va être aussi forte et aussi rapide que Norwegian Air Shuttle et que Gessina. Gessina, croissance plus dividende. Norwegian Air Shuttle, croissance uniquement, mais une croissance sur les 10 prochaines années qui va être phénoménale. C'est Norwegian Air Shuttle is the new Bitcoin.
Mais bon, on en a déjà parlé et vous avez mon avis. Donc voilà les actions à acheter pour moi. Ce n'est que mon humble avis, mais je vous ai expliqué pourquoi du coup. Après, à vous de vous faire le vôtre. Si vous voulez profiter de la guerre en Ukraine, on récapitule, Société Générale et Thales, Airbus, Raytheon et Dassault. Mais il faut investir très vite dessus, puisque là tout le monde va investir, et si vous rentrez dedans trop tard, bah, vous investissez sur un point qui est trop haut, et au long terme, vous allez vous faire avoir. Et si vous occultez un petit peu ça, il y a vraiment Norwegian Air Shuttle qui doit être une position que vous avez dans votre portefeuille. Soit vous misez petit dessus, soit vous misez gros, c'est à vous de voir, mais Norwegian Air Shuttle, c'est la position que vous devez détenir. Voilà, voilà. Et ben, merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, ben, à plus.